Au dîner de famille de dimanche dernier, j'ai appris quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre il y a bien longtemps. Le moment où les gens cessent de vous voir comme un membre de la famille, et commencent à vous traiter comme un étranger. Ça n'arrive pas toujours avec une grosse dispute ou une explosion dramatique. Parfois, ça se produit lentement, nonchalamment, avec une insulte lancée en passant, qui est censée n'être qu'une blague, un commentaire en aparté qui suscite quelques rires polis, et une table pleine de visages familiers qui, soudain, semblent étrangement étrangères. Et le pire, c'est que vous souriez pendant tout ce temps. Non pas parce que ça va, mais parce que vous essayez de ne pas leur montrer qu'ils vous ont atteint. Je m'appelle Marshall, j'ai 28 ans, et je ne me suis jamais vraiment senti à ma place dans ma famille. Non pas parce que je suis le mouton noir avec un casier judiciaire ou un passé tumultueux. J'ai simplement pris un chemin différent de celui qu'ils attendaient. Je n'ai pas fait d'université prestigieuse, je n'ai pas décroché de poste bien rémunéré dans la finance ou le droit, comme mon frère aîné, et je ne suis certainement pas devenu le trophée familial ambulant, comme ma sœur Morgane. Elle a 26 ans, juste 2 ans de moins que moi, et a réussi à devenir à la fois la favorite de ma mère et la caisse de résonance de mon père. Elle a suivi le script familial à la lettre, étudiante brillante, diplôme de commerce, fiancée à un gars d'une famille respectable, et elle occupe maintenant un poste de marketing de second rang qui est traité comme si elle réinventait personnellement le capitalisme. Pendant ce temps, je gère une entreprise en ligne de restauration d'antiquités. Je l'ai lancée moi-même, depuis mon garage. Et oui, ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Je prends des objets oubliés, des choses cassées, et je leur redonne vie. Des chaises, des horloges, de vieilles radios, même des bornes d'arcade vintage. Vous seriez surpris de voir combien les gens sont prêts à payer pour restaurer un souvenir. Mais pour ma famille, ce n'est pas un vrai travail. C'est juste un passe-temps dont je ne me suis pas encore lassé. Le dîner de ce soir-là était censé être une simple réunion de famille décontractée chez mes parents, quelque chose que nous faisions une fois tous les 2 mois. Papa a grillé des steaks, maman a fait ses 2 lasagnes habituelles, un peu sèches, en guise de plan B, et mon frère Jérémy a amené sa femme et ses 2 enfants, qui ont immédiatement envahi le salon avec leur iPad et leurs biscuits Goldfish. Je suis arrivé à l'heure, j'ai apporté une bouteille de vin, et même un centre de table fait à la main. Je pensais que maman aimerait un chemin de table de style vintage avec des ronds de serviettes en laiton poli que j'avais restauré d'une vieille vente de succession. Elle y a jeté un coup d'œil, a esquissé un sourire pincé et a dit « C'est gentil, chérie, mais nous n'avons plus vraiment ce style rustique maintenant. » J'ai laissé passer. Je suis devenu doué pour laisser passer les choses. Mais ensuite, Morgane est entrée, et tout a changé. Elle a fait une entrée comme si elle se présentait à une première de film. Sourire éclatant, rejetant ses cheveux en arrière, et tenant la main d'un type qu'aucun de nous n'avait jamais rencontré. Il avait l'air d'avoir été tout droit sorti d'une publicité Instagram pour un parfum. Grand, la mâchoire carrée, des chaussures de créateur qui coûtaient probablement plus cher que mon assurance auto mensuelle. Morgane rayonnait en le présentant. Tout le monde, voici Parker. Il est consultant. Nous nous sommes rencontrés à un événement de réseautage le mois dernier. Consultant ? Bien sûr. Personne ne sait jamais vraiment ce que font les consultants, mais ça sonne cher. Alors, mes parents ont été immédiatement impressionnés. Oh, comme c'est merveilleux, s'est exclamé maman, se penchant pour un baiser sur les 2 joues. C'est si agréable de rencontrer enfin quelqu'un que Morgane ramène à la maison. Ça veut dire quelque chose, tu sais. Papa lui a serré la main et lui a tapé dans le dos comme s'ils se connaissaient depuis des années. Jérémy lui a adressé un demi-sourire tout en jonglant avec son bambin. Même les enfants ont levé les yeux de leur iPad une seconde avant de se lasser à nouveau. Je me suis levé, j'ai souri poliment, j'ai tendu la main. Marshall, le grand frère. Ravi de te rencontrer. Parker l'a serré et a hoché la tête. Ravi de te rencontrer aussi, mec. J'ai un peu entendu parler de toi. J'ai haussé un sourcil. Que des bonnes choses, j'espère. Morgane a ri un peu trop fort. On verra après ce soir. Ce n'était qu'un commentaire. Petit, facile à ignorer. Alors j'ai ri aussi, bien que mon estomac se soit un peu noué. J'ai mis ça sur le compte de la taquinerie fraternelle. Rien de nouveau. Nous nous sommes tous assis pour manger. La table était pleine. Jérémy et sa femme à une extrémité, maman et papa l'un en face de l'autre, et Morgane et Parker assis juste à côté de moi. Alors que nous passions les plats et tentions une conversation polie,
j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que Parker disait quelque chose, une anecdote sur un vol pour Chicago pour une réunion client, ou un livre qu'il était en train d'écrire, car apparemment tout le monde écrit un livre maintenant, la famille s'illuminait, riait, posait des questions, s'engageait. Quand j'intervenais avec un commentaire sur une restauration sur laquelle je travaillais pour un collectionneur dans le nord de l'État de New York, ou un travail sur mesure que j'avais fait pour un plateau de tournage, il y avait cette pause, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet. Puis quelqu'un redirigeait la conversation, posait une autre question à Parker ou passait à la récente promotion de Morgan. C'était subtil, mais pas assez pour passer inaperçu. Je me suis concentré sur mon assiette, mâchant plus lentement, parlant moins. J'ai appris à lire l'ambiance. Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que, peut-être, juste peut-être, j'imaginais tout cela. Cet espoir s'est évanoui quand Parker, au milieu du dîner, s'est tourné vers moi et a demandé, « Alors, Marshall, que fais-tu dans la vie ?» Je n'ai même pas eu le temps de prendre une inspiration complète. Avant que je puisse parler, maman est intervenue avec un sourire pincé. « Oh, ne lui demandez pas ça, mon cher. Il va en parler pendant des heures. Vous n'avez pas envie d'entendre parler de rouille, de peinture et d'outils. » Tout le monde a gloussé. Jérémy a laissé échapper un petit grognement. Sauf si vous cherchez une nouvelle table basse de 1974, alors peut-être. Morgan, sans sourciller, a siroté son vin et a dit, « Peut-être que tu devrais mentir cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. Dis simplement que tu es dans le design ou quelque chose comme ça. » Je me suis figé. La salle a de nouveau ri, tranquillement, comme s'il savait que c'était méchant mais pensait que c'était pour rire. Parker avait l'air mal à l'aise, mais pas assez pour dire quoi que ce soit. Mes mains se sont crispées sous la table. J'ai regardé autour de moi, attendant que quelqu'un, n'importe qui, dise que c'était allé trop loin, lui dise d'arrêter. Personne ne l'a fait. J'ai forcé un sourire, le même que j'ai perfectionné au fil des années à être la déception de la famille. Bien sûr, ai-je dit, la voix légère. Disons au design. Ça sonne plus mystérieux. D'autres rires étouffés. Mon père s'est raclé la gorge et a demandé à Parker quelque chose sur le marché boursier. Et juste comme ça, j'ai de nouveau été effacé. Mais je ne souriais pas vraiment. Je calculais. Et pendant qu'ils riaient tous et se passaient le pain à l'ail, aucun d'entre eux n'a remarqué le changement dans mes yeux, la lueur derrière mon sourire, la respiration lente et subtile que j'ai prise alors que quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais gardé silencieux depuis bien trop longtemps, s'est enfin redressé. Parce que ce n'était plus seulement un dîner. Ce serait la dernière fois qu'ils se moqueraient de moi sans conséquence. Et ils ne l'ont même pas vu venir. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai quitté le dîner plus tôt, en disant que j'avais une réunion avec un client le matin, un mensonge. J'ai tourné en voiture dans la ville pendant 1 heure, les fenêtres baissées, sans musique. Juste à réfléchir, laissant les mots se répéter dans ma tête comme s'ils étaient coincés sur un disque rayé. Peut-être que tu devrais mentir cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. On m'avait traité de beaucoup de choses au fil des ans, trop silencieux, trop sensible, un rêveur, bizarre, même une déception une fois. Bien que ma mère ne l'ait jamais dit à voix haute. Elle a juste dit qu'elle aurait aimé que je sois plus comme Morgan, ou plus stable comme Jérémy, ce qui, soyons honnêtes, est juste la façon polie de dire, tu n'es pas ce que je voulais. Mais cette nuit-là, c'était nouveau. C'était direct, c'était humiliant. Et ce qui me brûlait le plus, ce n'était pas seulement le commentaire de Morgan, ce n'était même pas que tout le monde ait ri comme si elle animait une soirée micro ouvert. Ce qui m'a vraiment atteint, c'est à quel point cela leur semblait normal. À quel point c'était désinvolte. Comme si c'était juste mon rôle maintenant, le type à table sur qui on peut se défouler pour se sentir mieux. J'ai commencé à repasser tous les petits moments des dernières années. Les vacances où ils oubliaient de mentionner le changement d'heure du dîner, les anniversaires où je recevais des cartes cadeaux de station-service alors que Morgan recevait des bijoux, la façon dont Jérémy agissait toujours comme si je vivais dans une cave quelque part. Même si je suis propriétaire de ma propre maison. Chaque moment que j'avais balayé, pris à la légère, en me disant que ça ne valait pas la peine de faire une scène. Je les voyais différemment maintenant, comme des pièces d'un puzzle que je n'avais pas réalisé faire partie de la même image. Et l'image ressemblait beaucoup à quelqu'un qui se fait pousser hors de sa propre famille. Alors oui, quelque chose a changé cette nuit-là. Je n'ai pas crié.
Je n'ai envoyé aucun message dramatique à qui que ce soit. J'ai juste cessé d'espérer. J'ai cessé d'attendre qu'ils me voient, qu'ils me comprennent, qu'ils me traitent comme si je comptais. Et aussi tordu que cela puisse paraître, il y avait quelque chose de curieusement libérateur là-dedans. Mais la vie a continué, du moins pendant quelques semaines. Je suis retourné au travail. Quelques nouvelles commandes sont arrivées, une d'un collectionneur qui restaure des jukebox des années 1960, une autre d'un hôtel-boutique du centre-ville qui voulait que tout son hall soit refait avec des pièces du milieu du siècle. Le genre de travail dont j'avais l'habitude de vouloir parler à ma famille, le genre de choses dont j'étais fier. Cette fois, je n'ai rien dit. Jusqu'à ce que le texto arrive. M, dîner dimanche prochain. Tout le monde vient. Parker fait sa demande et veut que la famille soit là. C'est tout. Pas de « comment vas-tu », pas de « j'espère que tu es libre ». Juste une déclaration, comme si j'étais un siège sur la liste des invités, pas une personne. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière. C'était tellement tellement Morgan de transformer ça en une performance. Bien sûr qu'il allait faire sa demande avec toute la famille présente. Bien sûr qu'il y aurait des photos, des discours et du champagne. Je pouvais déjà imaginer les légendes. Elle a dit oui, notre petite fille a bien grandi, tellement heureux d'accueillir Parker dans la famille. Et je serais là, en arrière-plan, à moitié visible, tenant probablement le manteau de quelqu'un. J'ai failli ne pas y aller. J'ai vraiment pensé à simplement disparaître, à ne rien dire, à quitter la ville pour un week-end. Mais quelque chose m'a retenu. Pas la curiosité, pas la culpabilité. Juste le besoin de le voir, de me confirmer enfin que quel que soit le lien qui nous restait, il était rompu depuis longtemps. Dimanche est arrivé et cette fois, je me suis bien habillé. Pas dans une tentative désespérée de les impressionner, juste assez pour me sentir en contrôle. Chemise noire boutonnée propre, pantalon repassé, une nouvelle montre que je m'étais achetée il y a 6 mois mais que je n'avais jamais portée. Je me suis même coiffé, ce qui pour moi était à la limite du révolutionnaire. Quand je suis entré, j'étais 10 minutes en avance. Jérémy était déjà là, comme toujours. Sa femme m'a fait un signe de tête et s'est rapidement retournée vers son téléphone. Les enfants étaient sur le canapé à regarder un dessin animé à plein volume. Mon père était dehors à faire des grillades, et ma mère était dans la cuisine à diriger tout le monde comme si elle organisait un mariage. Rien de nouveau. Puis Morgan est entrée, rayonnante comme un projecteur. Parker juste derrière elle. Elle portait cette longue robe vert foncé, comme si elle allait assister à une cérémonie de remise de prix. Et il avait un blazer bleu marine sur mesure et le même sourire trop confiant que la dernière fois. Ils se sont dirigés directement vers le salon, absorbant immédiatement les compliments. J'ai tout regardé de côté. Je n'ai même pas essayé de m'insérer. Le dîner a commencé de manière gênante, les petites conversations habituelles. Jérémy a parlé sans fin du nouveau logiciel de son entreprise, maman s'est vantée des arrangements floraux qu'elle avait choisis, papa n'arrêtait pas d'essayer de dire à Parker comment bien griller, et Parker riait, même si je pouvais dire qu'il n'avait aucun intérêt. Puis c'est arrivé. Morgan s'est levé, a tapoté son verre avec une cuillère et a dit « Ok, tout le monde, avant le dessert, Parker a quelque chose à dire. » Exclamation, applaudissements. Les enfants ont levé les yeux de ma mère étaient déjà remplis de larmes, comme si elle les avait répétés. Parker s'est levé, a sorti une petite boîte de son blazer et a commencé un discours sur l'amour, le destin et comment il avait su dès leur premier rendez-vous. Puis il s'est tourné vers Morgan, s'est agenouillé et a posé la question. Elle a poussé un cri aigu, a dit « oui ». Ils se sont embrassés. Tout le monde a éclaté en acclamations. Le champagne a sauté. Ma mère les a serrés tous les deux dans ses bras comme si elle venait de gagner à la loterie. Jérémy a applaudi comme s'il était à un match. Je suis resté assis, j'ai souri, j'ai applaudi une fois, j'ai dit « félicitations » quand cela semblait approprié. Puis Parker a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est tourné vers moi. « Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé, Marshall, » a-t-il dit. « Mais j'espère que j'apprendrai à mieux te connaître. Morgan dit que tu es super créatif et, que tu fais des trucs cool avec des meubles. » J'ai cligné des yeux. Morgan avait l'air légèrement mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai hoché lentement la tête. Ouais, quelque chose comme ça. Parker m'a fait ce sourire penaud, puis a jeté un œil à Morgan.
Elle m'a dit que tu avais fait une commode pour un musée une fois. Ça a l'air assez impressionnant. Cela a fait réagir Morgane. Oh, il exagère. C'était juste une petite pièce pour une exposition locale. Rien de majeur. Ma mère est intervenue. Oui, ne confondons pas une exposition avec une installation permanente. Mais c'est gentil de ta part de t'y intéresser, Parker. Ils ont tous les deux ri, et c'était tout. C'était le moment. Quelque chose en moi s'est fissuré, parce que ce n'était pas seulement une question de travail, ce n'était pas seulement une question d'être sous-estimé. C'était la façon dont il le faisait. Toujours avec un sourire, toujours avec sollicitude ou des corrections, tordant toujours chaque chose décente que je faisais en quelque chose de risible, de négligeable. Comme si même lorsqu'un étranger essayait de me donner du crédit, il ne pouvait pas le permettre. Je me suis levé, calmement. Ma fourchette a cliqué contre mon assiette. En fait, ai-je dit, la voix égale, c'était pour un musée. Une exposition de collection privée organisée par un conservateur. Ils m'ont engagé pour restaurer un bureau d'écriture du 19e siècle qui avait appartenu à un sénateur d'État. C'était la pièce maîtresse de toute la salle. La pièce est devenue silencieuse. Morgane a cligné des yeux. Eh bien, oui, mais, et la semaine dernière, ai-je coupé, j'ai signé un contrat avec une chaîne d'hôtels qui rénove 7 de ses propriétés sur des thèmes vintage. Je serai en charge des restaurations sur mesure pour toutes. Donc, ce n'est pas juste un passe-temps. Le silence s'est épaissi. Parker avait l'air vaguement impressionné. Jérémy avait l'air légèrement irrité, comme si j'avais gâché l'ambiance. Mon père s'est agité sur sa chaise. Ma mère m'a adressé ce sourire brutal que je ne connaissais que trop bien, celui qui signifiait qu'elle allait dire quelque chose de passif-agressif dans les 3, 2, 1. Eh bien, nous sommes heureux pour toi, chérie, a-t-elle dit. Mais ce soir, c'est pour Morgane. Ne gâchons pas la fête. J'ai laissé cela s'imprégner. Puis je me suis tourné vers Morgane. Tu ne te demandes jamais, ai-je demandé, pourquoi tu ne peux pas parler de moi sans ajouter une petite insulte après chaque phrase. Morgane a haussé un sourcil. De quoi tu parles? Peut-être que tu devrais mentir cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique, ai-je cité. Ça te dit quelque chose? Ses joues ont rougi. C'était une blague. Non, ai-je dit, en reculant d'un pas. Ça ne l'était pas. Ça ne l'est jamais. Pas quand ça vient de toi. Pas quand ça vient de l'un d'entre vous. Maman s'est levée maintenant, sentant que les choses avaient changé. Marshall, ne commençons pas une scène. J'ai croisé son regard. Non, ayons-la enfin. J'ai pris une profonde inspiration. J'en ai assez de faire semblant de ne pas entendre ce que vous pensez vraiment. J'en ai assez de jouer le fils silencieux, poli, invisible qui sourit pendant que vous érodez tout ce qui reste de mon amour-propre. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi, de me rabaisser. De réécrire ma vie devant des étrangers, puis de vous attendre à ce que je vienne applaudir quand vous me le dites. Ma voix n'était pas forte, mais elle n'en avait pas besoin. Morgane a ricané. Waouh. Ok, quelqu'un fait une crise de nerfs. Je me suis tourné lentement vers elle. Tu as passé toute ta vie à construire un piédestal fait de louanges et de favoritisme, et tu arrives quand même à mépriser tout le monde depuis là-haut. J'espère que Parker apprécie la vue. Elle s'est figée. Même Parker avait l'air pris au dépourvu. Je me suis tourné vers la porte. Je pars. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous embarrasserai plus. Ni en me présentant, et certainement pas en étant moi-même. Et puis, juste au moment où j'attrapais mon manteau, ma mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Eh bien, ne t'attends pas à être invité au mariage si tu ne peux pas te comporter comme un adulte. Je me suis figé, je me suis retourné lentement, et le regard que je lui ai lancé a dû dire tout ce que je n'avais pas besoin de dire. Parce qu'à ce moment-là, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte, je suis sorti et j'ai marché dans l'air froid comme si je respirais enfin à nouveau. Et aucun d'eux ne savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le volant. Je n'ai même pas appelé un ami pour me défouler. Je suis juste resté là, agrippé au volant, le moteur bourdonnant doucement sous moi, fixant la rue de banlieue sombre devant la maison de mes parents.
La lumière de leur Porsche brillait d'un jaune doux derrière moi, comme un projecteur sur une scène que je venais de quitter. Je me sentais vide. C'est ça, quand on atteint sa limite émotionnelle. Ça ne ressemble pas toujours à une dépression. Parfois, c'est de l'engourdissement. Parfois, c'est juste du silence, comme si votre corps et votre esprit s'étaient tous les deux éteints pour vous empêcher de vous effondrer en public. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit des pneus sur le bitume et mon souffle qui se coupait de temps en temps quand mes pensées essayaient de revenir à ce moment. Ne t'attends pas à être invité au mariage. Comme si j'étais un enfant à qui il fallait donner une leçon. Ma propre mère m'avait essentiellement dit que j'étais remplaçable. Et le pire, c'est que je la croyais un peu. Les jours suivants furent un flou. J'ai agi par automatisme, je me suis réveillé, j'ai préparé du café, j'ai ignoré mon téléphone, je suis entré dans mon atelier et j'ai fixé d'un air absent l'armoire antique que j'avais l'intention de finir de restaurer. J'avais des commandes, des emails, même quelques messages vocaux de clients passés. L'un d'eux, enthousiaste, me disait qu'elle m'avait recommandé à un magazine qui écrivait un article sur le design de meubles vintage. Mais je m'en fichais. J'avais l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, n'avait soudainement plus d'importance. Comme si tout était aussi fin que du papier dès que ma famille le balayait d'une blague. À quoi bon créer de belles choses si les personnes qui étaient censées croire en vous y voyaient une chute de blagues? J'ai arrêté de consulter Instagram, j'ai mis en pause toutes les nouvelles commandes, j'ai laissé les messages s'accumuler. Je n'étais pas triste, pas exactement. J'étais fatigué. Pas seulement d'eux, mais d'être toujours celui qui devait prendre sur lui, ravaler sa fierté, jouer les pacificateurs ou minimiser son propre succès juste pour éviter d'être traité de dramatique. Pendant des années, je me suis dit qu'un jour il changerait d'avis, que je réussirais et qu'il me verrait enfin, m'accepterait. Mais ce dimanche a prouvé quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a bien longtemps, certaines personnes ne veulent pas vous voir réussir, sauf si elles peuvent s'en attribuer le mérite. Une semaine a passé, puis une autre. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. Ni de Morgane, ni de Jérémy, ni même de ma mère. C'était comme si j'avais été effacé du scénario familial, un figurant oublié qui a quitté le plateau. Et ça piquait. Je mentirais si je disais que non. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ce silence. Sans le bruit constant d'essayer de les impressionner, de me mesurer à eux, j'ai recommencé à m'entendre. Ça a commencé petit. Un matin, j'ai préparé du café, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert un message que j'ignorais depuis des jours. Il venait d'un homme nommé Arthur, qui dirigeait un atelier de restauration de luxe dans le nord de l'État de New York. Il avait vu une partie de mon travail par l'intermédiaire d'un client commun et voulait parler d'un partenariat. J'ai failli le supprimer. Puis je ne l'ai pas fait. J'ai répondu par un court message et j'ai fixé un appel pour le lendemain après-midi. Je pensais que je me défilerais probablement, mais je ne l'ai pas fait. Quand l'appel a eu lieu, Arthur s'est avéré être ce type calme, gentil, plus âgé, dans la soixantaine, avec une voix de gravier et des histoires à n'en plus finir. Il était dans le métier depuis plus de 30 ans et a dit que mon travail lui rappelait ses débuts. Souci du détail, passion pour l'histoire, pas de raccourci. Il m'a dit qu'il prenait une semi-retraite et cherchait quelqu'un de plus jeune avec qui collaborer, quelqu'un qui pourrait prendre en charge des clients supplémentaires, peut-être même aider à former des apprentis à l'avenir. Je sais que ça semble soudain, a-t-il dit vers la fin de l'appel, mais le bon artisanat est rare. La passion l'est encore plus. Je me fiche des diplômes que vous avez. Ce que je vois dans votre travail, c'est quelqu'un qui y met du cœur. C'est ça qui compte. Je n'ai rien dit au début, parce que personne ne me l'avait jamais dit de cette façon. Cet appel a déclenché quelque chose. Pas un grand bruit, juste un léger clic, comme une ampoule qui se rallume dans un grenier sombre. Au cours des semaines suivantes, j'ai recommencé à travailler. Tranquillement, régulièrement. J'ai terminé l'armoire, je l'ai expédiée à une cliente à Charleston qui m'a envoyé un email d'un paragraphe entier sur le fait qu'elle avait pleuré en la voyant en personne. J'ai accepté l'offre d'Arthur de prendre en charge 2 de ses clients, et l'un d'eux s'est avéré être un décorateur d'intérieur à Chicago qui m'a immédiatement réservé pour d'autres projets. J'ai recommencé à poster, non pas pour les j'aime, mais juste pour partager. Des pièces dont j'étais fier, des détails que j'aimais, les histoires derrière chaque objet. Et les gens ont répondu, plus que jamais. Les commentaires ont afflué, les commandes se sont accumulées.
Même une petite chaîne YouTube de design a présenté mon travail dans un court segment sur les artisans qui le font encore à la main. Et lentement, j'ai commencé à me sentir différent. Pas réparé, pas invincible, juste stable. Il y a eu un moment, environ un mois après le dîner, où je me suis surpris à siffloter en ponçant un plateau de table en acajou. C'était une petite chose, à peine perceptible, mais ça m'a arrêté net, parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois que je l'avais fait. Ce n'est qu'à la mi-avril que j'ai eu de nouveau des nouvelles de Morgane. Elle m'a envoyé un texto à l'improviste. Morgane, salut, le mariage est le 10 juin. J'envoie les invitations officielles la semaine prochaine. Dis-moi si tu viens. C'est tout. Pas d'excuses, pas de suivi, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste un message rapide tu viens ou pas, comme si elle répondait à une invitation professionnelle. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je n'ai pas répondu. Du moins, pas tout de suite. Au lieu de ça, j'ai continué à travailler. J'ai terminé un ensemble de tables d'appoint sur mesure, j'ai aidé Arthur à organiser un atelier pour de jeunes designers, j'ai même pris la parole lors d'une table ronde à un salon de design local. Moi, un gars qui détestait parler en public. Les gens sont venus me voir après, m'ont posé des questions sur mon processus, ont complimenté mon savoir-faire. Personne n'a ri. Personne ne m'a coupé la parole. C'était réel. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu l'invitation officielle par la poste. Enveloppe crème, lettres dorées, grand nom en écriture cursive, Morgane et Parker. Mon nom était imprimé en bas, Marshall Blake. Pas d'invité, pas de mots. Juste la carte de réponse et une liste de la tenue et des horaires attendus. Pendant une seconde, j'ai failli la jeter. Mais ensuite, j'ai eu une idée. Une petite idée. Silencieuse, mais pointue. La même semaine, j'ai reçu un appel d'une productrice d'une chaîne de maisons et de style de vie bien connue. Il lançait une nouvelle série sur les artisans de petites séries et voulait présenter quelques experts en restauration. Quelqu'un leur avait envoyé ma page Instagram. La productrice était directe. Nous adorons votre esthétique. C'est rare, réfléchi, authentique. Nous pensons que vous seriez un excellent choix. Nous avons programmé un appel vidéo. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu nonchalamment. À la fin, elle a souri et a dit, vous savez, nous tournons aussi un segment sur place lors d'un grand mariage cet été. Lieu de luxe, très vieille école. Ils mettent en valeur des éléments de design sur mesure dans tout l'espace. Seriez-vous intéressé à y contribuer? J'ai cligné des yeux. Un mariage? Elle a hoché la tête. Oui. Mise en scène de meubles, supports floraux, peut-être 1 ou 2 centres de table. Nous mettrons votre nom au générique. Ça pourrait être une bonne exposition. J'ai demandé la date et le lieu. Elle me les a donnés, et j'ai failli éclater de rire. C'était le même lieu que Morgane avait indiqué sur son invitation. C'est là que tout s'est mis en place. Pas de la vengeance, ni de la rancune, juste de la clarté. Parce que pour la première fois depuis très, très longtemps, je tenais enfin la plume, et j'avais une histoire à écrire. J'ai répondu oui, mais je ne leur ai pas dit comment je venais. Et je ne leur ai certainement pas dit pourquoi. Pour eux, j'étais toujours la même blague du dîner, le frère qu'ils pouvaient oublier jusqu'à l'heure de la photo de famille. Celui qu'ils excluraient des discours, du diaporama, des emails de planification. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à construire un fantasme autour du jour parfait de Morgane, j'avais discrètement construit quelque chose de mon côté. Quelque chose de solide, quelque chose dont ils ne pourraient pas se moquer. Et le 10 juin, ils allaient enfin le voir, qu'ils le veuillent ou non. La plupart des gens pensent que la vengeance est bruyante, qu'elle s'accompagne de feux d'artifice, de cris, de crises publiques ou de révélations explosives qui laissent tout le monde bouche bée et chuchotant. C'est peut-être comme ça que ça marche dans les films. Mais dans la vraie vie, la meilleure vengeance est silencieuse, patiente, précise. Il ne s'agit pas de faire une scène, il s'agit de marquer un point. Alors, quand j'ai dit oui à l'invitation de mariage de Morgane, je ne l'ai pas fait par sentimentalité. Je n'espérais pas qu'il changerait, qu'il reviendrait à la raison ou même qu'il s'excuserait pour la façon dont il m'avait traité. Non, j'avais dépassé tout ça. J'ai accepté l'invitation parce que j'y ai vu une ouverture magnifique et poétique.
La même famille qui avait passé des années à me traiter comme si j'étais inférieur, sans importance, une note de bas de page sur leur photo de groupe brillante. Organiser maintenant un événement de haut niveau dans un lieu où je venais d'être invité à contribuer en coulisses pour une série de design national. Ils n'en avaient aucune idée, et je n'avais aucune intention de le leur dire. Pas encore. La productrice, Kendra, m'a recontacté 2 semaines plus tard. Elle a dit que le lieu du mariage avait finalisé son cahier des charges stylistiques, romantique vintage avec une touche moderne. Pensée bois sculpté à la main, ton chaud de laiton, accents floraux. Elle m'a demandé si je pouvais fournir 2 tables consoles pour les centres de table, des pupitres sur mesure pour la cérémonie et, si possible, une causeuse vintage restaurée pour l'espace photo des mariés. J'ai répondu, absolument. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Vous êtes un sauveur, et votre travail est magnifique. Nous nous assurons que votre nom soit sur tout. Ce message est resté ouvert dans ma boîte de réception un moment. Je n'arrêtais pas de relire cette ligne, votre nom est sur tout. Il tournait un épisode entier autour de ce mariage. L'équipe de production serait sur place pendant 3 jours, interview, plan de coupe, préparation, démontage. Et mon travail serait là à chaque seconde, mes tables, mes détails, mon savoir-faire. Et surtout, mon nom. Pas seulement sur une étiquette, mais au générique, à l'écran, reconnu. Le lendemain matin, je me suis mis au travail, plus dur que je ne l'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas posté de mise à jour en ligne. Je n'ai même pas prévenu Arthur, bien qu'il ait remarqué que mon énergie avait changé et m'ait fait un discret signe de pouce levé quand j'ai fini de poncer une base en merisier en un temps record. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant là-dedans, planifier quelque chose en silence. Pas pour les applaudissements, pas pour la validation. Juste pour moi. Chaque matin, je préparais mon café, j'allumais les lumières de mon atelier et je déployais les plans. Les tables de centre de table seraient en chaîne de récupération, polies jusqu'à obtenir un éclat miroir, avec des motifs floraux sculptés le long des pieds. Les pupitres seraient en noyer foncé, lisses et anguleux, traditionnels mais audacieux. Et la causeuse, c'était ma pièce préférée. Je l'avais trouvée dans une vente de succession en dehors de la ville, un canapé de style français des années 1930 avec un cadre fissuré et un velours déchiré. Tout le monde passait à côté comme si c'était des ordures. J'y ai vu un chef-d'œuvre caché sous la poussière. 3 semaines plus tard, il ressemblait à quelque chose sorti d'un catalogue de luxe. Velours vert profond retapissé à la main, pieds ornés que j'ai sculptés et teints moi-même, détails en laiton le long du dossier. Ce n'était pas juste un meuble, c'était une déclaration. J'ai imaginé Morgane assise dessus pour ses portraits de mariés, et j'ai souri. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. Kendra, de nouveau. Salut Marshall, a-t-elle dit, enjouée comme toujours. Alors, petite mise à jour. Nous aimerions tourner un court segment avec vous sur place. Juste une interview de 2 minutes sur votre processus et votre inspiration. Seriez-vous d'accord? Ma gorge s'est asséchée. C'était plus grand que ce que j'avais prévu. Oui, ai-je dit, en essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. C'est tout à fait possible. Génial, a-t-elle répondu. Nous le tournerons le vendredi matin, avant l'installation. Très décontracté. Juste vous, vos pièces et un peu d'histoire. Les gens adorent voir le côté humain de l'artisanat. J'ai raccroché et je suis resté là, au milieu de mon atelier, le cœur battant. Ce n'était plus un simple crédit en arrière-plan. C'était un segment complet, un coup de projecteur, et ça se passait au mariage de ma sœur. J'ai pensé à le dire à quelqu'un. Pas à ma famille, évidemment, mais peut-être à un ami, ou à Arthur, ou à ce client avec qui j'étais devenu ami par email et qui me posait toujours des questions sur mon travail. Mais quelque chose m'a dit d'attendre, de le garder pour moi. Laisser la révélation se produire naturellement. Si ma famille m'avait appris quelque chose, c'était comment rester silencieux pendant que les gens parlaient par-dessus vous. Maintenant, j'utilisais ce silence comme couverture. La veille du mariage, je suis arrivé sur les lieux avec ma camionnette remplie jusqu'au plafond. J'avais emballé chaque table, chaque pupitre, chaque recoin de cette causeuse dans des couches de tissu et de mousse. Aucun détail laissé sans protection. Le lieu était magnifique, un domaine au bord d'un lac transformé en espace événementiel. De vastes pelouses vertes, de hauts haies, des terrasses en pierre et de hauts plafonds à l'intérieur.
Parfait pour les photos. L'équipe de production était déjà là, occupée avec le matériel de caméra et les lumières. Je me suis garé à l'arrière, j'ai déchargé et j'ai commencé à installer pendant que la planificatrice aboyait des ordres aux fleuristes et aux traiteurs. « Êtes-vous Marshall ?» a demandé l'une des productrices, un porte-bloc à la main. J'ai hoché la tête. Elle a souri. « Kendra a dit que vous étiez celui à suivre. Ils tourneront votre interview vers 11 h demain. Soyez simplement prêts. » Absolument. J'ai trouvé mes espaces assignés et j'ai soigneusement mis en scène les pièces. Les tables flanquaient l'entrée principale de la zone de cérémonie, ornée d'arrangements floraux qui sentaient encore la rosée du matin. Les pupitres se tenaient près de l'autel où Parker prononcerait ses vœux. Et la causeuse, la causeuse, était placée sous une arche florale, au premier plan de la salle de réception, entourée de lumière douce pour les photos. On aurait dit quelque chose sorti d'un magazine de mariage. Et tout était à moi. Je suis resté tard, faisant semblant de vérifier les mesures, mais surtout, je voulais être seul avec l'espace, pour voir comment les gens réagissaient à mon travail sans savoir que c'était le mien. La planificatrice est passée et s'est arrêtée. « Ces tables sont magnifiques », a-t-elle murmuré pour elle-même. L'un des caméramens a hoché la tête. « C'est tout du sur-mesure. Le gars est légitime. Enfin quelque chose qui n'est pas fait en usine. » Je me tenais sur le côté, les bras croisés, le cœur battant doucement. Je ne suis pas intervenu, je n'ai pas dit un mot. Parce qu'il le saurait bien assez tôt. Le matin du mariage, je suis arrivé tôt, dans un costume propre et des chaussures cirées. Pas d'extravagance, juste assez pour me fondre dans la masse. J'avais un badge de l'équipe de production avec mon nom dessus, Marshall Blake, artisan, et un créneau horaire pour l'interview. C'était surréaliste. Je suis passé devant l'espace de réception et j'ai repéré ma causeuse déjà utilisée. Un groupe d'invités prenait des photos dessus, riant, souriant. Aucun d'entre eux ne savait que je l'avais construite à partir d'échardes et de pourritures. J'ai trouvé Kendra près de l'équipe de tournage et je lui ai fait un signe de la main. « Parfait timing », a-t-elle dit, me conduisant dans un coin où ils avaient installé un éclairage doux et un tabouret. « On commence à tourner dans 5 minutes. Parlez simplement avec votre cœur. » C'est ce que j'ai fait. L'interview s'est déroulée sans accroc. J'ai parlé de pourquoi je m'étais lancé dans la restauration, de ce que j'aimais dans les pièces vintage, de comment chaque cicatrice et chaque égratignure racontait une histoire. Je suis resté honnête, terre à accent grave terre, sans essayer d'impressionner, juste en essayant d'être moi. Quand nous avons terminé, l'équipe a applaudi doucement et l'un d'eux a dit « Mec, c'était super. Tu as une vraie présence. » J'ai hoché la tête, je les ai remerciés et je me suis écarté vers le jardin, juste à temps pour voir Morgane arriver. Elle est sortie d'une élégante voiture argentée dans une robe garnie de dentelle, entourée de demoiselles d'honneur, de photographes et de ma mère. Ils ne m'ont pas vu, mais je les ai vus. Je les ai regardés rire, poser et diriger les gens comme si c'était leur propre plateau de cinéma. Et puis, juste au moment où Morgane se tournait vers l'entrée, elle a vu les tables. Son visage s'est légèrement incliné. Puis elle a vu la causeuse. Ses yeux se sont plissés. Elle s'est tournée vers ma mère et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais j'ai vu ses lèvres bouger. Puis ses sourcils se sont froncés. Ma mère a suivi son regard, l'air vaguement perplexe. Et c'est là que le premier domino est tombé. Ça n'a pas pris longtemps. Vers midi, les invités ont commencé à arriver. Les gens commentaient la décoration, les touches personnalisées, la façon dont les éléments vintage rehaussaient toute l'esthétique. Quelques-uns ont même demandé d'où venaient les pièces. Puis quelqu'un a remarqué les crédits. Sur une table près de l'entrée de la réception, l'équipe de production avait placé une carte d'affichage bien imprimée, artisan à l'honneur, Marshall Blake. Design de meubles, restauration et artisanat du bois sur mesure. Vu dans le prochain spécial de nom de la chaîne, Héritage moderne. C'était juste là, bien en vue. J'ai vu ma mère le remarquer en premier. Elle s'est figée. Puis elle a chuchoté quelque chose à mon père. Jérémy avait l'air confus. Morgane, elle, a fixé le panneau comme s'il l'avait personnellement insulté. Elle s'est retournée, a balayé la foule du regard, et finalement, ses yeux ont trouvé les miens. J'ai juste souri. Un sourire calme et entendu. Le genre de sourire que l'on fait quand on arrête enfin de jouer leur jeu et qu'on commence à jouer le sien.
Morgane a été la première à m'approcher. Pas immédiatement, non. Elle a attendu que la cérémonie soit terminée, que les vœux soient prononcés avec une précision digne de Pinterest, et que les invités soient conduits à la salle de réception. Elle avait souri pendant tout ce temps, les lèvres pincées, les yeux se tournant vers moi plus d'une fois, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne m'étais pas volatilisé dans les murs. J'étais resté en retrait, près de l'équipe de production, sirotant un ginger ale et observant de loin, comme si je n'étais personne, juste un autre prestataire, un fantôme. Mais dès que la foule s'est installée et que les caméras ont commencé à capturer la beauté mise en scène de la soirée, elle a fait son mouvement. Elle s'est approchée avec un sourire étudié, toujours dans sa robe, sa traîne se traînant légèrement derrière elle comme si elle coûtait plus cher que mon loyer. « Marshall », a-t-elle dit, d'un ton doux et tranchant, comme un compliment enveloppé dans un avertissement. « On peut parler une seconde ?» J'ai levé les yeux lentement. « Bien sûr. » Elle m'a emmené vers un coin tranquille derrière la tente de réception. Dès que nous avons été hors de vue des invités et des photographes, son sourire est tombé comme un rideau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-elle. J'ai cligné des yeux, feignant l'ignorance. « Le mariage ? Tu sais très bien ce que je veux dire. » Sa voix a baissé, tranchante de panique. « Pourquoi tes affaires sont-elles partout sur ce lieu ? » Mes affaires, ai-je répété, en jetant un coup d'œil vers les meubles que j'avais passé des semaines à restaurer. Tu veux dire les tables de centre de table, les pupitres, la causeuse sur laquelle chacun de tes invités a déjà posé. Elle a croisé les bras. Ne fais pas le malin avec moi. Tu es en train de saboter mon mariage. J'ai ri une fois, tranquillement. Saboter ? J'ai construit la moitié de cet endroit, Morgane. Au contraire, je l'ai sauvé. Elle m'a regardé comme si j'avais deux têtes. As-tu planifié ça ? Savais-tu que l'équipe te mettrait en vedette ici ? J'ai croisé son regard, calme comme un lac immobile. Ils m'ont contacté par l'intermédiaire d'un client. Je n'ai pas du tout mentionné ton mariage. J'ai juste accepté le travail. Ce n'est que lorsqu'ils m'ont dit la date et le lieu que j'ai réalisé pour qui c'était. Sa mâchoire s'est crispée. J'aurais pu dire non, ai-je ajouté, mais je ne l'ai pas fait. Parce que pourquoi l'aurais-je fait ? Elle n'a pas répondu. Et j'aurais pu te prévenir, ai-je continué. Te dire que j'étais impliqué. Mais je me suis dit que ce serait plus amusant comme ça. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je ne suis pas là pour gâcher ta journée, Morgane, ai-je dit en m'approchant un peu. Je suis ici parce que j'ai ma place ici. Parce que pour une fois, mon travail est apprécié, reconnu, célébré. Et tu sais quoi ? Tu n'as pas le droit d'effacer ça. Elle a regardé autour d'elle, espérant probablement que quelqu'un interromprait. Personne n'est venu. Tu m'as dit de mentir sur ce que je fais, ai-je dit, pour ne pas avoir l'air pathétique. Mais maintenant, tout le monde à ton mariage s'extasie sur mes créations, prend des photos. Pose des questions sur moi. Y compris la planificatrice du mariage et 3 invités qui m'ont déjà demandé ma carte. Je me suis penché légèrement. Alors si tu es gêné, ce n'est peut-être pas de moi que tu es gêné. Elle m'a fixé, le visage illisible. Je me suis retourné pour partir, mais je me suis arrêté. Oh, et félicitations, au fait. Magnifique cérémonie. Puis je suis retourné dans la salle de réception, la laissant debout dans l'ombre de son propre jour parfait. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, la chose amusante quand on est mis en vedette à la télévision nationale pendant le mariage de quelqu'un d'autre, c'est que les gens le remarquent. Au moment où l'épisode a été diffusé un mois plus tard, j'avais déjà 3 nouvelles commandes de réservées. Pas de n'importe qui, de vrai nom, une blogueuse de design à Los Angeles, le propriétaire d'un hôtel-boutique dans le Maine, un décorateur de plateau de cinéma à Toronto. Chacun d'eux avait vu un extrait que la chaîne avait posté sur ses réseaux sociaux, mettant en avant mon travail et cette désormais célèbre causeuse en velours vert. Vous avez l'œil, m'a dit la blogueuse dans une story. Je n'ai pas contredit. J'ai agrandi mon atelier, j'ai engagé un assistant, et j'ai même été approché par un éditeur pour écrire un petit livre de table sur l'art de la restauration et la narration à travers les meubles. C'était surréaliste, mais pas immérité. Plus mon nom circulait, plus je réalisais à quel point j'avais peu besoin de la validation que je poursuivais autrefois. Puis est venu l'appel de ma mère. Elle n'a pas commencé par des excuses, cela aurait nécessité une réflexion. Au lieu de ça, elle a dit « Nous avons vu l'épisode.
Très bien fait. Surpris que tu n'aies pas du tout mentionné Morgane ou la famille. Je suis resté silencieux une seconde. Puis j'ai dit, pourquoi l'aurais-je fait? Elle a soufflé. Eh bien, nous sommes ta famille. L'êtes-vous, ai-je demandé, calme. Parce que vous m'avez traité plus comme une source d'embarras que comme un fils. Et quand vous avez eu la chance d'être là pour moi, vous avez choisi de rire à la place. Son ton a changé, sur la défensive. Ce n'est pas juste, Marshall. Tu as toujours été sensible. Non, ai-je dit. J'ai toujours été respectueux. Vous avez confondu mon silence avec de la faiblesse. Une autre pause. Puis sa voix s'est adoucie. Ton père veut organiser un dîner. Réunir tout le monde. Repartir à zéro. Je me suis adossé à ma chaise, regardant autour de mon atelier. Mon espace, mon entreprise, ma vie. Je ne pense pas, ai-je dit. Quoi? Je ne suis pas intéressé à repartir à zéro. J'ai déjà recommencé, sans vous. Marshall, je ne vous déteste pas, ai-je dit. Mais je ne vais pas continuer à m'immoler par le feu juste pour tenir les autres au chaud. Et puis j'ai raccroché. Les retombées sont arrivées lentement. Jérémy m'a envoyé un texto une fois, un message à moitié sincère sur le fait d'être impressionné, suivi d'une blague sur le fait que je faisais enfin quelque chose d'utile. Je n'ai pas répondu. Sa femme m'a tagué sur Instagram avec une légende comme si elle avait toujours cru en moi. J'ai supprimé le tag. Quant à Morgane, silence radio. Mais les nouvelles voyagent. Un ami commun m'a dit que sa vidéo de mariage avait été retardée parce que le couple ne voulait pas inclure trop d'images des meubles non approuvés. Mais il était trop tard. Le lieu l'avait partagé, le magazine l'avait partagé, même les nouvelles locales l'avaient reprise lors de la diffusion de l'épisode. Son mariage était peut-être son grand jour, mais mon nom était celui dont les gens se souvenaient. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Morgane et Parker organisaient une pendaison de crémaillère dans leur nouvelle maison en banlieue. Grande police cursive, bordure blanche et dorée. Mon nom en bas, encore. Cette fois, je l'ai jeté à la poubelle sans lire le reste. Je n'avais plus besoin de me présenter. Je l'avais déjà fait. Dans chaque salon qui a regardé cet épisode. Dans chaque maison qui avait maintenant une de mes œuvres. Dans chaque article qui mentionnait mon nom à côté de mots comme « magistral »,« authentique » et « à suivre ». La vengeance n'est pas venue avec le feu et la fureur. Elle est venue avec de la concentration, de la patience, en sachant qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de laisser son travail parler pour soi. Et le mien a parlé plus fort qu'aucun d'entre eux ne l'a jamais fait.